Je me rappelle, j'allais dans des librairies comme la Procure, par exemple, je restais au milieu et je me disais, où est la vérité dedans? Il faut que je trouve la vérité. Quelle est la vérité? Enfant, j'étais pas un grand lecteur. J'habitais à la campagne et je préférais largement la contemplation de la nature aux livres, et on me racontait quelques histoires, mais je n'ai pas vraiment de souvenir d'avoir tellement lu des livres. J'ai le souvenir d'un roman qui m'avait beaucoup plu, qui était Charlie et la chocolaterie. Puis Charlie et le grand ascenseur de verre, qui m'avait beaucoup touché parce que c'était un petit peu le symbole. Enfin, je m'étais identifié évidemment à Charlie. J'étais assez gourmand d'ailleurs à l'époque. Ça n'a pas tellement changé. Et puis j'aimais bien cette histoire de ce garçon très pauvre qui, avec un billet de loterie, réussissait à rentrer un peu dans le royaume des grands, des adultes, avec ce côté aussi ironique et aussi de description de la violence que pouvaient avoir les enfants entre eux. Enfin, voilà, que je ressentais aussi un peu assez fortement à cette époque. Mais j'ai pas d'autres souvenirs très forts en fait de lecture quand j'étais petit. Mon grand-père me lisait des histoires, il me racontait la vie des grands compositeurs, donc c'était peut-être plus par l'intermédiaire d'autres personnes que je lisais. Le premier livre qui a changé ma vie, c'était un livre qui était le récit de témoignages de gens qui avaient été déportés dans les camps de concentration et qui ont réussi à survivre, et notamment grâce à la musique. Et il y en a eu plusieurs à ce moment-là, à la musique ou à l'art ou à l'écriture. Je pense par exemple aux Lettres de Westerbork de Etty Hillesum, que j'ai découvert assez tôt, vers 16-17 ans, qui était pour moi vraiment un choc parce que c'était d'abord elle écrit admirablement. C'était une femme qui était encore pleine de vie malgré le fait qu'elle était recluse dans le ghetto, et qui gardait, un peu comme Anne Frank aussi, qui gardait sur les gens une âme très innocente et qui acceptait presque les choses, et qui gardait aussi cette espèce de fraîcheur, d'émerveillement du monde malgré les conditions terribles qui étaient les siennes. J'ai ensuite continué avec beaucoup d'autres livres sur la question, pas seulement concentrationnaire, avec notamment des livres comme La Nuit de Elie Wiesel, ou Si c'est un homme de Primo Levi, ou L'espèce humaine de Antelme, enfin les rescapés, les résistants, puis plus tard S'emprunt, l'écriture ou la vie. Et ça a été vraiment très fort pour moi parce qu'en tant qu'artiste, ça m'a permis presque de me demander à quoi on servait, pourquoi je faisais ça, parce qu'on se rendait compte que finalement la petite saison de musique de chambre de Munich n'a jamais été altérée, alors qu'à quelques kilomètres de là, les fumées de Buchenwald étaient remontées dans le ciel. Et en fait, on se rendait compte que la culture n'a jamais enrayé la barbarie. Et moi, ça m'a heurté beaucoup parce que j'étais dans une dimension de partage, et j'avais l'impression que l'art était une véritable transformation de soi, et était en tout cas un vecteur de transformation et un chemin de transformation. Et je me rendais compte que finalement, la culture qu'on vénère souvent, la lecture aussi, il faut lire, mais pourquoi? Je me disais toujours, mais pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi la musique? Finalement, pourquoi il y a cette dichotomie entre celui qui peut pleurer en étant ému, et puis après revenir à l'idée, à cette idée dévastatrice parfois. Voilà, tous ces témoignages-là qui, moi, m'ont frappé, et qui m'ont aussi, quelque part, fait presque arrêter de lire les romans, parce que je me disais finalement, il faut que je sache qui je suis, il faut que je sache pourquoi je fais ça. Et je me rappelle, j'allais dans des librairies comme la Procure, par exemple, je restais au milieu et je me disais, où est la vérité dedans? Il faut que je trouve la vérité. Quelle est la vérité? Un jour, une personne qui était dans le public m'a offert
l'appel de lettres de Ramesh Balsekar, qui était un sort de pavé de, je sais pas, 1000 pages, que j'ai mis dans ma bibliothèque, et je me suis dit, ben, merci beaucoup monsieur, je le lirai un jour, et puis je le croisais toujours, puis un jour, je me rappelle, vers l'été 2004 ou 2005, je l'ai ouvert, et ça a été pour moi aussi un tremblement de terre. Je me rappelle, on ne pouvait plus rentrer dans ma chambre, parce que j'écrivais plein de trucs sur ce livre, et puis j'en prenais d'autres, et j'ai dit, ça ressemble à ça. Et au fond, c'était des expériences que tous les grands sages de l'humanité ont vécues, et qui se ressemblent en fait. On parle de Socrate, on parle même Heidegger on parle de ça, Nietzsche, Spinoza, beaucoup de gens ont parlé de cela comme étant vraiment la reconnaissance de qui nous sommes et finalement une sorte de transcendance de l'ego. Et moi ça m'a beaucoup touché parce qu'en tant qu'artiste, je trouve qu'on est aux premières loges de cela. Lorsque l'on joue de la musique par exemple, lorsqu'on compose, au fond il n'y a personne qui compose, il n'y a personne qui joue. Il n'y a pas le personnage, on disparaît en fait. C'est en notre absence que l'on est totalement présent. Et c'est une vision presque panoramique en fait. Et je pense que tout le monde le vit, mais tout le monde le vit, c'est même pas que je le pense, je le sais, tout le monde le vit. Mais puisque c'est notre état naturel en fait. Simplement on le compense en se disant mais il n'y a rien, parce que c'est rien. Mais ce rien il est plein, et du coup, quelque part l'artiste est peut-être plus apte à conscientiser ça. Quand il revient, il remonte le fil, il le revoit, il voit que finalement tout a été fait, c'est même pas je joue, mais ça joue, comme disait Edwin Fischer. C'est là où on voit que cette fluidité-là, en fait, il n'y a presque plus lieu de s'approprier la manière dont on a fait la musique ou ce qu'on a couché sur le papier. C'est presque pas nous, enfin c'est à la fois nous, mais aussi une sorte de fusion totale avec la nature. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent la force, l'énergie, peu importe le mot, mais on se sent vraiment relié. Et pour moi, c'est ce vertige-là, qui est un vertige vers l'inconnu, c'est la plus belle chose, c'est pour ça que je continue à faire de la musique et à essayer de faire partager ça au public. Choc esthétique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est plutôt une sorte de maison, comme si on avait un retour à la maison, c'est l'écriture de Christian Bobin. C'est quelqu'un qui, dans Mozart et la pluie par exemple, qui aime tellement la musique que ça se ressent et qui ne s'écoute pas parler ou qui ne se regarde pas écrire. Et c'est assez rare, je trouve, avec les écrivains, il y a une sorte de pureté, de gentillesse, de sensibilité, de côté direct, que je retrouve aussi par exemple avec l'écriture du poète Jean-Pierre Siméon, dans Lettre à la femme aimée au sujet de la mort, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs et j'ai composé des pièces j'ai eu ce privilège-là sur ces poèmes, ou la poésie récemment, la poésie sauvera le monde, c'est de la prose, mais où on a ce côté du direct, et tellement sans fioriture, et j'aime beaucoup ça. Alors évidemment, à côté de ça, j'aime beaucoup Dostoïevski, Stendhal, etc. Je préfère en fait ce qui a trait au côté vraiment, je dirais presque que le style est une conséquence, où il n'y a pas de recherche stylistique pour arriver à un monde. Et en cela, pour moi, l'art et la lecture en particulier, enfin le roman par exemple, est plus proche. On dit souvent c'est un rêve, c'est une manière de s'évader. Et moi j'aime au contraire quand ça nous ramène à la réalité. Quand on prend conscience que la réalité c'est ça l'émerveillement. Quand on prend conscience que regarder une feuille d'un arbre, c'est juste incroyable et c'est pas nécessaire d'aller essayer de rêver, de construire des mondes intérieurs pour essayer de se dire « Ah, je me suis plongé dans quelque chose d'extraordinaire, mais maintenant je reviens à la réalité ». Pour moi, les artistes qui ont été les plus loin, ce sont ceux qui nous ont fait percevoir que ce que l'on vivait ici et maintenant, c'était quelque chose qui nous faisait retrouver notre regard d'enfant. C'est vrai que j'ai toujours considéré que les différentes disciplines artistiques pointaient vers le même but, enfin s'il y a un but particulier, en tout cas vers ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose tant d'extérieur, mais quelque chose qui revient à l'intérieur de nous. Et donc à travers des spectacles que j'ai pu écrire, comme Bloc 15 ou Le pianiste aux 50 doigts, Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, ou
Looking for Beethoven, qui essaie de rendre hommage à des destins hors du commun, qui sont comme des phares pour l'humanité, ou à travers le festival que j'organise, les Notes d'automne, dans la ville où j'habite, au Perreux-sur-Marne, qui sont des rencontres musicales et littéraires. J'essaie de créer des passerelles qui sont finalement fictives, parce qu'on peut se dire « Ah oui, j'ai pris quelque chose là, j'ai pris un texte, je l'ai mis en musique », mais au fond, je ne le vois pas comme ça, je le vois comme quelque chose qui est finalement qui provient de la même source. Donc faire réunir des comédiens et des musiciens sur scène, qui n'ont d'ailleurs pas l'habitude de se confronter l'un l'autre et qui se rencontrent comme ça, parfois souvent pour des créations, parce qu'il y a beaucoup de créations, eh bien souvent ça fait sortir un peu d'une forme de torpeur ou de routine de ce qu'on fait habituellement. Donc pour moi c'est important non pas de casser le code du rituel du concert, parce que Franz Liszt, d'ailleurs ça lui a échappé, parce que c'est devenu une tradition, Franz Liszt l'a inventé en quelque sorte ce récital, mais il n'a pas tellement inventé le récital avec 2 parties, en rêvé à queue de pie, avec un entracte. Il a inventé surtout la musique, de jouer la musique du passé, c'est qu'on ne jouait pas à l'époque. On faisait entendre les grands chefs-d'œuvre aux gens qui n'avaient pas l'habitude d'entendre. C'est un des premiers qui jouait des sonates de Beethoven que personne ne connaissait à l'époque, par exemple, etc. Mais après, c'est toujours comme dans toutes les disciplines, et bien maintenant, voilà, vous êtes pianiste, musicien classique, donc vous devez jouer à telle heure, un programme d'environ 1h20, 1h30, avec et puis on commence un petit peu avec un petit hors-d'œuvre, et puis après on fait un plat de résistance, puis à la fin, alors c'est bien de faire l'heure de virtuosité. Je trouve que ce n'est pas temps pour ne pas faire ça, parce que ça peut être beau, mais il y a tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres possibilités, tellement d'interactivité aussi avec le public. Et pour moi, c'est ce festival ou ces spectacles ou encore d'autres rencontres que je peux essayer d'élaborer, ou avec d'autres formes de passion que j'ai, comme le mentalisme ou la musique, permet de revenir aussi, je pense, en tout cas j'essaye, à cette fraîcheur, à ce plaisir premier de la musique, et qui était finalement celui qui a fait que j'ai débuté la musique et que je ne veux pas perdre. Et la scène étant quand même quelque chose qui me passionne, je suis heureux sur scène parce que c'est important pour moi d'être avec les gens, de partager et de n'être plus rien que la musique, de faire plus qu'un avec la musique. Sur ce petit plateau-là, j'essaye de faire en sorte que les plaisirs s'émoussent le moins possible. Le Rouge et le Noir, le premier livre, je pense, de littérature que j'ai lu. J'adore les romans où il y a tout, en fait, c'est un kaléidoscope, parce qu'il y a à la fois il y a de la religion, il y a de la psychologie, évidemment chez Stendhal, la psychologie c'est incroyable, et puis il y a de la philosophie, il y a le spirituel, j'aime beaucoup ces romans, et puis de l'amour évidemment, l'amour au premier plan. Voilà, c'est le premier qui me vient, mais il y en a d'autres évidemment, mais c'est les premiers émois aussi amoureux ont sans doute coïncidé avec ce livre.